Alors, bienvenue sur notre vidéo du coup de restauration. On va faire aujourd'hui un petit ampli mono à lampe qu'on a récupéré. On a récupéré deux. Martin qui est avec moi du coup s'est fait la main sur le premier pour essayer de faire un peu la maintenance de cet ampli qui a son âge quand même, il est des années 60 à peu près, c'est ça qu'on avait vu sur le truc. Ouais. On a des composants qui sont datés à l'intérieur. Sur, euh, sur le précédent, on avait 1967 certains condensateurs datés. Et donc voilà, l'idée c'est quoi? C'est en fait déjà de pouvoir le rallumer en toute sécurité, et puis d'essayer de fiabiliser un petit peu la machine pour pouvoir en faire un usage en ici quoi. C'est ça l'idée? Voilà, tout à fait, parce on l'a branché sur notre prise un peu protégée. La bête s'allume. Alors du coup, on va le rebrancher. Là, on va faire quelques mesures sous tension, de manière à voir un peu au niveau des qualités de redressement, des choses comme ça. Mais de toute façon, on a choisi de changer tout ce qui était condensateur électrolytique par sécurité, hein, parce que ce genre de condensateur, surtout ceux du côté redressement, ceux qu'on va trouver ici, si on le rallume pendant 10 heures d'affilée, là, après des années de stockage, et il date, on a une date dessus, hein, ouais, ça date des années 60, hein. Ça a beau être un beau condensateur Eurofarad, il est tout sec à l'intérieur, il va se transformer en résistance très vite une fois branché. Donc tout ça, on change. Et donc les risques du coup, qu'est-ce que ça peut amener de brancher un truc comme ça avec des condensateurs tout secs Le risque, surtout quand on voit sur un appareil comme ça qui n'a pas de terre, le risque ultime, ce serait de se retrouver avec une fuite de courant continu vers la carlingue de l'appareil, et de se prendre un sérieux coup de jus. Ça, c'est vraiment le risque ultime sur les appareils à lampe. Faut pas trop rigoler, je pense, avec tout ce qui est partie alimentation de ces appareils, hein. C'est potentiellement mortel comme courant. C'est des courants continus à haute tension. On regardait tout à l'heure, hein, sur le schéma, sur on le est schéma? censé retrouver du 500 volts continu à la sortie de cette lampe redresseuse là, qui est branchée à ces deux condensateurs. Donc là, au moins sur cette partie, par sécurité, même si ça marche, même si au multimètre on va regarder, peut-être que le redressement est de bonne qualité, on les change. Après, on a quelques petits condensateurs euh, sympathiques, là, des petits condensateurs électrolytiques aussi montés sur la carte. Pareil aussi, ils ont vieilli, de toute façon ça reste de la chimie qui finit par avoir un certain âge et qui a besoin d'être... C'est ça, c'est peut-être qu'ils fonctionnent, hein. C'est des trucs de bonne marque, de bonne qualité, mais là ils ont déjà été nettoyés les amplis. Ils étaient dans un état de poussière infâme. Visiblement ça a pris de l'humidité. On verra par la suite, même peut-être qu'il y a beaucoup de composants qui n'ont plus vraiment leur valeur, les résistances, tout ça, peut-être qu'elles ont bougé. On l'a essayé, grosso modo il marche. Mais du coup notre première étape ça va être, par mesure de sécurité, changer les condensateurs. On le sécurise, on le fiabilise un petit peu aussi du coup. Ouais, on va évidemment changer ce cordon. Euh, on va lui brancher quelque chose de moderne, avec prise de terre. Déjà, rien qu'avec un câble comme ça, si on se retrouve avec une défaillance, des courants qui partiraient à la terre, sur une install traditionnelle, sur une bonne install qui fonctionne, quoi, ça va disjoncter, ça abaisse le niveau de risque. Ok. Et du coup, on peut peut-être faire un petit tour vite fait des composants principaux qu'il y a dedans pour voir un petit peu Ouais, qui est là pourquoi. Je sais pas, déjà parlé des tubes de préamble, tubes de puissance, la redresseuse, le transfo, c'est bien, bah ouais, tout à fait. vite fait quoi, histoire de... Euh, sur un amplificateur comme celui-ci, on va retrouver à peu près, quelle que soit la marque, quel que soit l'assemblage, c'est quand même quelque chose qui est très commun à beaucoup de marques. Le système, on va retrouver deux transformateurs, on va retrouver une lampe comme celle-ci,
attention en enlevant une lampe. Le plus gros risque, c'est surtout d'effacer ce qui est dessus, en fait. À prendre du bout des doigts. C'est pas comme une lampe halogène où ça craint parce on mettrait de la poussière qui brûlerait. C'est surtout pour pas effacer. Les sérigraphies anciennes qui tiennent Exactement, la chaleur qui et sont tout. là, depuis les années 60. Donc cette lampe, c'est une Z80. Mais tu l'as montré à l'envers. Ouais, je la montre à l'envers, pardon, excusez-moi. Cette lampe, c'est une double diode. Ça peut être utilisé pour faire plein de choses, mais c'est énormément utilisé dans les appareils de cette génération pour l'alimentation. Puisque le reste des lampes qu'on va voir derrière, pour fonctionner, on va pas vous faire toute la théorie là, mais pour fonctionner, elles ont besoin de courant électrique continu, de manière à les polariser pour qu'elles fonctionnent. On va mettre le schéma de toute façon dans la description parce que on a trouvé le schéma de cet appareil. Ensuite, on voit qu'il y a des petites et des grandes lampes là dans l'appareil. En fait, les petites, elles ont toutes les deux la même référence. Les deux grandes, elles ont aussi la même référence. Alors le signal audio, il va d'abord passer dans les petites qui servent de préampli, qui servent à conditionner le signal qui va rentrer par les connecteurs derrière, par les sources, les différentes sources, pour adapter le niveau, pour attaquer toujours les deux grandes lampes avec les mêmes niveaux. Le but de ces deux grosses lampes, c'est vraiment de piloter le haut-parleur par l'intermédiaire d'un transformateur. On trouve. Et là, pour le coup, on retrouve en plus des références qui sont, pour ceux qui connaissent les amplis guitare, des références assez courantes, où on a des 12AX7 en préampli. C'est de l'équivalent ECC 83, suivant la nomenclature anglaise ou américaine, c'est ça, hein. Du coup, il y a un truc comme ça. C'est ça. 12AX7 pour les Américains, ECC 83 pour les Anglais, je crois. Pour ouais, notation genre européenne. Alors là, je vois une 12AX7. Je sais pas si quelqu'un pourra nous dire. Euh, avec un revêtement à l'intérieur argenté. Et la marque, c'est CIFTE, avec 5 étoiles. Ça me fait penser au Mazda, sur un marquage 5 étoiles. Probablement un grade de qualité, un truc comme Probablement un ça. grade de qualité, mais cette marque-là, la CIFTE, eh ben, j'en ai jamais vu. C'est vrai que la marque, c'est pas une marque courante, quoi. Elle était peut-être courante dans les années 60 sur le marché français, quoi. Mais... Et du coup, les deux autres, c'est des EL84. Du coup, on est sur quoi? Sur une paire de EL84 de mémoire. En tout cas, en guitare, ça nous donne une puissance de 15 watts au final. Là, c'est 10 watts, c'est ça? Il est donné pour 10 watts? L'ampli est donné pour 10 watts, ouais. Ok. Et est-ce que on peut dire que c'est de la classe A, du coup, ce genre d'ampli? Alors là, franchement, on va couper ça au montage parce que j'en sais que dalle. C'est bien de dire qu'on sait pas aussi. C'est un montage assez standard, je dirais push-pull. Ok. Aujourd'hui, il faudrait que je me documente, savoir classe A ou pas classe A. Ok, non, Il y a vraiment une lampe qui va prendre en charge la partie positive du signal, l'autre la partie négative du signal. ok. Donc littéralement, une lampe qui va tirer la membrane du haut-parleur, l'autre qui va la pousser. Ok, d'où le nom push-pull, quoi. Exactement. Donc toujours au travers de ce transformateur. Voilà un peu pour le circuit. Dans ces amplis, aussi sur des amplis de guitare à lampe, qui ont ce genre de lampe, mais pas que, sur à peu près tous les amplis à lampe, on trouve toujours deux transformateurs. Ouais, du coup, pourquoi alors, monsieur François? Ben, c'est intéressant d'identifier lequel est lequel, parce qu'en réalité, il y a un transformateur, comme on a l'habitude d'entendre, qui est le transformateur qui va transformer la tension électrique. On a du 220 volts qui rentre, on a besoin d'une autre tension à l'intérieur. Le transformateur gris qu'on voit là, on va le voir, mais dessus il y a un sélecteur de tension. Branché aussi dessus, là, c'est un peu antique, hein, il y a un fusible. Donc là, on adapte la tension du secteur, en fait. Donc là, on a un sélecteur de la tension du secteur, de manière à avoir toujours la même tension qui va sortir, alimenter les filaments des lampes en 6 volts, alimenter le filament de la EZ80, de la redresseuse,
Et aussi, au travers de la EZ80, fournir les tensions pour polariser toute notre petite lampe. Ok. Ça, c'est vraiment le transfo, voilà, d'alimentation. Alors que le transfo du côté, audio, c'est vraiment un transfo de sortie qui s'intercale entre le montage électronique et le haut-parleur. Ok. Ça peut être considéré comme une couche d'isolement galvanique, donc d'isolation entre l'ampli où il va y avoir des hautes tensions continues et le fil de l'enceinte qui sort, sur lequel on ne veut pas trouver de composantes continues, on veut trouver uniquement cette variation. Ça permet aussi d'adapter, on le voit derrière, d'ailleurs ce transformateur, celui-ci est assez intéressant parce qu'il a des sorties 16, 4, 8, c'est les ohms. Les ohms, c'est l'impédance qui correspond à, du coup, à la façon dont est fabriqué le haut-parleur. Il ne faut pas se tromper dans le branchement, brancher une 4 à la place d'une 16, une 16 à la place d'une 4. Au pire, il va y avoir des rendements de merde avec un courbe de réponse incroyable. Au mieux, ça va faire fumer l'ampli. Ça, c'est comme sur une chaîne IFI, on va dire plus moderne de toute façon. Comme sur une chaîne IFI. IFI. Sur un ampli en général, de toute façon, exactement. Avec les ohms et les branchements de haut-parleurs. C'est ça. Faut respecter ce qui est écrit. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on va lui faire? On commence par quoi? Qu'est-ce qu'on regarde? Et ben on peut commencer par regarder de ce côté-là un peu les connexions. Donc on a déjà fait le tour, on l'a nettoyé, tout est propre. Je propose de le brancher et de faire des mesures. Ok. Avant même de toucher à quoi que ce soit, même si la prise est pas très bonne qualité, on l'a éprouvé dans notre prise, ça fonctionne. Dessus. Ouais, c'est pas très bien cadré, peut-être. Oh, on va lâcher tout ça. Ouais, vas-y, lâche la prise. Attends, ouais, elle va se mettre à sa place. Voilà. Petite consigne de sécurité sur un appareil. Là, il est ouvert, il est branché. En réalité, en fait, la consigne, c'est ne le faites pas, quoi. Un appareil comme ça est hautement dangereux. Si vous ne savez pas à quoi vous devez toucher, si vous devez toucher, ne le faites pas. Pour ceux qui le savent le faire, je leur rappelle 2-3 règles. Ne jamais toucher avec les deux mains. Ne jamais toucher avec un objet qui n'est pas isolé. Quand je dis isolé, c'est vraiment isolé. C'est que dessus, ça doit être écrit, quoi. Là, celui-ci, c'est vraiment fait pour. Une baguette chinoise, pour une baguette de table, en bois, c'est pas officiellement un isolant. C'est pareil, mon multimètre, il est fait pour. Et je sais à quel point je vais toucher. Il est possible, si vous ne savez pas ce que vous faites, de détruire votre multimètre en faisant des essais, en faisant des mesures random sur une carte comme ça. On pourrait se mettre voilà, à faire passer une intensité qu'il est incapable d'encaisser, lui, le multimètre. Alors du coup, peut-être que tu peux le rapprocher un peu de la caméra. Moi, je vais essayer de t'éclairer un petit peu avec cette... Non, pas besoin d'éclairer en plus. Bon, pas besoin d'éclairer en plus. Okay. Je vais le retourner. Okay. On va faire une première prise de vue. Okay. Où on va voir que les filaments s'allument. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, donc on sait que ça marche. On appelle ça une lampe, c'est un peu comme une lampe à l'ancienne. À l'intérieur, il y a un filament. Je vous invite à regarder aller vous renseigner sur comment ça marche. Il y a des belles vidéos YouTube qui existent. Même la page Wikipédia est très intéressante. Il y a bel et bien un filament au milieu. Donc, je sais pas si on voit bien à la caméra, parce que du coup là on essaye de filmer, on va éviter de trop le bouger non plus pour pas, comme disait Martin, risquer de se prendre des coups de jus en touchant le châssis à n'importe quel endroit. Croyez-nous, en tout cas à l'intérieur on a les lampes voilà, qui rougeoient un petit peu, voilà. C'est plus un rougeoiement
une véritable lumière. En tout cas, ça nous indique qu'il y a bien du courant qui leur part Ouais, bien, et qu'elles sont voilà, bien sous tension. elles ont bien leur petit 6 volts AC qui les parcourt, et ces filaments ne sont pas coupés. Ils peuvent être coupés. Sur certains montages, là, vous verrez dans le schéma hein, que c'est pas le cas, mais sur certains montages, ces lampes, elles sont branchées en série. Enfin, les filaments de ces lampes sont en série. Et du coup, il suffit qu'il y ait un des filaments de coupé pour que plus rien ne Ça marche. fonctionne, du coup, logique. Ok. Ou d'une lampe manquante ou quelque chose comme ça. Mhm. Je vais l'éteindre, Ok. ce qui rend pas du tout l'appareil safe. Même si on le débranche, il n'est pas safe là. Il y a des D'accord, coups il y a des d'eau. condensateurs qui sont chargés, du coup, il reste une tension à l'intérieur. Le moment où je flippe le truc avec les deux mains, de toute façon, on ne le mettra pas sur la vidéo en ligne. Hop. Du coup, là, je le rallume. Il faut retourner. Et du coup, ce qu'on va inspecter un peu, c'est les tensions qui sont fournies par le système de redressement. Puisque là, on voit le transformateur électrique. D'ailleurs, on voit bien le fil d'alimentation qui arrive ici. On voit bien qu'on a des fils sur le secondaire qui débarquent. Donc d'un côté on a le secteur, on est d'accord, et de l'autre côté c'est ce qui a été transformé. Voilà, le primaire, le secondaire. La EZ80 se trouve ici. Les 4 condensateurs de redressement se trouvent ici. Les résistances intermédiaires entre les pôles des condensateurs sont de l'autre côté, soudées à la carte. Alors tu as dit 4 condensateurs, mais du coup on n'en voit que 2 dans l'ampli. Tu m'as expliqué, du coup c'est parce que c'est des condensateurs donc, qui contiennent 2 condensateurs. Voilà, c'est des canettes, c'est très souvent fait comme ça par paire sur ces vieux appareils. Vous allez voir que dans le remplacement, on n'a pas des canettes comme ça, mais on va avoir des condensateurs unitaires. Donc ces 2 canettes, elles vont être remplacées par 4 condensateurs. Okay. Mais du coup, on identifie assez simplement à l'arrière de la canette, au niveau des connexions, on a un fil noir et 2 fils rouges. Le fil noir, c'est le fil commun. Ils partagent la même masse du coup. Voilà. Donc celui-ci d'ailleurs est connecté à celui-là. Et là, c'est les 2 extrémités des condensateurs. Les 2 côtés plus. Ok. Du coup, les mesures, alors, qu'est-ce qu'on Et regarde? du coup, on a plusieurs points ouais. qui sont sérigraphiés sur cette carte. Ouais. A, B, C et D. Ok. C'est nos 4 tensions. Courant continu. Ok. Qui sont de plus en plus redressés dans le système de l'alimentation. Ok. Du coup, on va pouvoir faire des mesures en mode continu, voir si ça se rapproche à peu près sous le point D de nos 250 volts qu'on a lu sur le schéma, Ok. et en profiter pour se mettre en courant alternatif. On devrait avoir quelque chose autour de 0 volts. Si on commence à avoir des courants alternatifs sur le point D, c'est que a priori, vraiment, les condensateurs sont HS. De toute façon, on compte les changer, les condensateurs, hein, mais c'est surtout à des fins de démonstration. Ok. Donc du coup, c'est bien foutu, ils nous ont indiqué les points, on sait où est-ce qu'on doit Les mesurer. points sont, voilà, les points sont sérigraphiés sur la carte, c'est assez simple. Ok. Du coup, on va commencer par le point A. Donc, vol continu, on va faire le tour, et après on fera les volts en courant alternatif pour se rendre compte de la chose. Donc là, je me mets au point commun de nos condensateurs, et je vais mesurer le A. Qu'est-ce qu'on lit du coup alors? Alors, sur le point A, Il nous fait un truc bizarre. ça là, sort sur le point. ça sort de la gamme de mon multimètre, Qui est censé aller jusqu'à qui est quoi, censé un monter à multimètre 300, donc je suis pas étonné, c'est 350 la tension qu'on est censé voir là. Ok. Par contre, sur le point B, Là, on est à rien du tout en fait, du coup. ah, C'est une histoire de contact. c'est que ces amplis là, on voit bien, il y a une résine, un vernis hein, sur la case, vous voyez. Alors là, mon multimètre, il est hors gamme. Il est hors gamme. Hein. Je
sais pas si la démonstration est très pertinente. Ça permet de montrer déjà qu'on bosse sur les tensions, du coup, qui sont quand même vraiment importantes aussi, quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment ça. Voilà, donc sur le point C, on a un 309 volts, hein. Donc là, 309 volts continu. DC, exactement. Donc là, je vous parle pas de la létalité de la chose, hein. Je suis accroché à mes pointes de touche, sachez-le. Et le point numéro 4, le point D. Donc là, par rapport à ce que tu disais au petit vernis, du coup, tu essayes avec ta pointe de Voilà, gratter un petit peu. de piquer le vernis sans trop le gratter, hein, pour que ça reste. Ok. Et là, on a Voilà. 250 et quelques volts, quoi. Voilà, c'est la tension là qui est importante, c'est celle-là qui est utilisée, c'est celle-là qu'on veut mesurer en réalité, hein. Ok. 256, c'est légèrement plus élevé que ce qui est écrit dans le schéma, mais ça reste dans une marge Qui est tolérable, totalement acceptable, hein. ok. Ces chiffres-là, ils sont donnés à des fins, des titres indicatifs. Donc là, jusqu'ici, en théorie, on n'a pas de défaut de nos cours d'eau, en Non, tout cas dans les valeurs qu'on recherche, quoi. ce qui n'est pas étonnant, parce qu'on le sait, l'ampli fonctionne. C'est vrai. Et du coup, là, tu vas tester en alternatif, c'est ça? Du On est coup, sur exactement, l'alternatif. je me suis mis sur l'alternatif, je vais faire les 4 mêmes mesures. Dans l'absolu, on devrait trouver 0 volt. Dans l'absolu, si on trouve 0 volt, C'est que ça marche nickel, quoi. ça veut dire que dans l'instant, là, les condensateurs, ils font leur job. Ok. Ça veut pas dire qu'on doit pas les changer si on veut que cet appareil reste branché pendant des heures d'affilée après. Ok. Et si on veut vraiment le faire fonctionner. C'est des vieux trucs, ils vont défaillir quand ils vont être exposés à de la chaleur. La chimie qui est dedans, elle est, si j'allais dire en fin de vie, mais même pas, elle est morte. Elle est morte, c'est évident. Du coup, Donc, du coup, tu refais les 4 points qu'on a vus tout à l'heure. je en refais les commençant par 4 le points. 1. Donc le A, je viens de le prendre ici, mais en réalité, il est branché là, il va là. Tu pourrais le prendre Le B, directement il au va cours là. d'eau, quoi. Mais je préfère le prendre sur la carte, c'est plus safe, ça va m'éviter D'approcher trop. d'approcher trop la carlingue. Zéro parfait. Zéro parfait, c'est trop beau. C'est suspect. C'est c'est que ma pointe de touche, pas très sharpie, je pense. Voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, quoi. C'est avec le vernis, tout ça. Ouais. Ah, 0 volt, hein, 0 volt. 0 volt alternatif. 0 volt alternatif. Le système de filtration de l'alimentation fonctionne parfaitement. Ok. Là, c'est tout ce qu'on peut vérifier comme ça avec le multimètre, avec le niveau de connaissance qu'on a par rapport au schéma. Ok. Ça nous garantit pas non plus, donc comme tu disais, un fonctionnement parfait, mais déjà on sait qu'il n'y a pas Exactement. de gros dysfonctionnements flippants. Exactement. Donc, pour continuer, voilà, pour continuer sur cet ampli, pour vraiment pouvoir l'essayer, d'ailleurs c'est ma moment maintenant de l'éteindre, mais pour pouvoir l'essayer vraiment, l'écouter, trouver des haut-parleurs qui vont dessus, si on veut pouvoir jouer avec, il faut qu'on change le câble, il faut qu'on change Les condos. les condensateurs. Ok. Les condos, on se les est procurés. Alors, très drôle. Promis, je les ai achetés hier chez un fournisseur qui m'a assuré que ça marchait encore. Et il y a écrit quelle date dessus? Pour faire du redressement de mon alim. 1995, 43e semaine. Alors bah dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je vais suivre les conseils du monsieur, qui en général est de bons conseils. Je vais les changer. En vrai, je m'apprête à les changer, les rechanger derrière. Mais on va le faire quand même. Ce genre de cartes, elles sont vieilles. Ouais. La piste électronique, la piste en cuivre, qui est collée à une matière fibreuse, là derrière, un genre de bakélite, fibre de verre, quelque chose comme ça. C'est vraiment à traiter avec respect.
ne pas s'amuser à enlever le vernis, ne pas trop chauffer. Ça a été fait avec de la soudure au plomb. C'est pas du tout, voilà, c'est pas les mêmes procédés de fabrication que ce qu'on trouve aujourd'hui dans l'électronique avec des métaux comparables, des températures, des Si, contraintes, tout ça. c'est quasiment comparable. Aujourd'hui, on est passé à des gammes, à des normes, on n'utilise pas de plomb. Donc, Ok, c'est des températures un peu plus élevées. ok, Mais sinon, fondamentalement, ça reste à peu près la même chose. ok. Sauf que bah, ça fait plus de 50 ans que Ouais, ça a été fait. Et du coup, la qualité, principalement des cols entre le cuivre et la plaque, et bah, elle a baissé forcément cette qualité. Donc, il faut vraiment y aller avec respect. On va pas utiliser de pompe à dessouder qui risquerait de sucer, de sucer la piste et décoller de la la piste, ouais. décoller. Ok, On va utiliser de la tresse à dessouder, ça demande un ok, peu plus de patience. On va éviter d'utiliser du flux qui pourrait créer des oxydations, on ne sait pas ce que ça va faire. Et surtout beaucoup de soins, une température de fer à souder pas trop élevée. là aussi, on a en fait une chimie finalement qui a. Enfin, une chimie, en tout cas, C'est ouais, c'est un un peu comme matériau dans, qui a vieilli, quoi, et du coup, qu'il faut c'est ça, traiter gentiment, quoi. c'est un peu comme dans le condensateur finalement, hein, tous ces produits sèches, leurs propriétés s'amenuisent avec le temps quoi. Du coup, on a fait chauffer le fer à souder pendant ce temps-là. Il est réglé à 260 degrés. Tu mets encore à l'envers, là. Il est réglé à 260 degrés. Euh, c'est plutôt bas comme température. On va utiliser de l'étain au plomb, qui a une température de fusion assez basse. Ça se trouve encore, bah, c'est de moins en moins utilisé, mais sur ces appareils-là, c'est ce qui était utilisé. Ce qu'on n'a surtout pas envie de faire, c'est de mélanger De mélanger les différents types de soudure. Ça ok. va nous faire de la soudure terne, ça va demander nettoyage après pour faire quelque chose de propre. C'est Ok. pas ce qu'on veut. Donc, d'où le choix de. Mm. Ok. Si on sent qu'on a besoin de monter un peu le fer, on va le monter un peu, mais a priori, là, on est déjà bien assez chaud. Donc là, on est à combien? T'as mis, tu dis 250, 260? 260, ouais. Ok. Euh, Donc, Cet étain, en vrai, ils font à 190, hein. ok. Mais on a besoin d'un peu de réserve de chaleur dans le fer Ouais. au moment où on va souder. Le but du jeu, c'est d'être assez rapide pour pas répandre cette chaleur dans la carte jusqu'aux couches de colle du cuivre sur la plaque parce Ok. qu'on risquerait de les abîmer. On va D'accord. commencer par le fil de toute façon. Ok, donc on change le câble d'alignement, comme on avait dit. Premier truc, déjà, pour rendre le truc un peu plus safe, c'est de Changer le câble d'alim. changer ce câble d'alim. Du coup, on a pris quoi? On a pris une choco basique. Après une choco basique qu'on va voilà, c'est de la récup, hein. On va couper le câble ici, on va le dénuder. Bon, on va commencer par ça. Je vais pousser un peu l'ampli parce que il a beau être débranché, les condensateurs sont des réserves d'électricité qui sont capables de se décharger très vite. Et c'est un coup à se prendre un coup de jus, même appareil débranché. Donc je vais faire ça, hein. Ça, c'est valable pour tout. En plus, souvent, le vieux matos, les trucs vintage, que ce soit les amplis à lampe, les écrans cathodiques aussi, pour les rétro gamers aussi, qui pourront avoir envie de bricoler des trucs dans le genre. Les amplificateurs de puissance, même modernes, hein, ils ont des gros rondeaux, quoi. Mm, mm, mm. Donc là, tac, tac, avec les outils adaptés, c'est plus pratique. On avait une pince coupante, un outil qu'on appelle un jokari, qui sert à dégainer le câble, sans blesser les fils qui sont à l'intérieur. Si quand vous dégainez un câble, il existe d'autres outils, mais si quand vous le faites, vous vous rendez compte que vous avez blessé le fil, et bien vous n'avez plus qu'à recouper à ras et à recommencer. Je vous invite vraiment au moment où vous le faites à bien vérifier, surtout quand il s'agit de câbles d'électricité 220 volts de la prise, que ce soit pour de l'éclairage ou des appareils comme ça. Surtout que là, on fait ça pour la sécurité. Du coup, si c'est pour remettre un risque électrique Exactement, avec un fil dénudé, exactement. on est contre-productif. Ouais. Autre chose, là je ne l'ai pas assez dégainé en réalité, puisque dans l'appareil, le câble il va rentrer là. Les fils vont bien se brancher comme ça, mais notre terre, on a envie de la connecter ici.
remettre la terre sous des appareils comme ça peut poser des problèmes. Là, on a vérifié dans notre câblage, on l'a expérimenté sur le précédent, on sait que il Parce n'y a que, pas de retour à la prise, voilà, on peut le pas de redire, retour à on a la terre. déjà fait un premier ampli similaire, on en a deux d'amplis comme ça, on a fait des tests déjà sur un premier, on s'était posé la question. Au final, ça semble pas poser de problème donc d'avoir mis la terre dessus. Mais toujours, vérifiez les câblages et assurez-vous de savoir ce que vous faites de manière générale. Voilà, vous voyez ça. C'est pas à cause de l'outil, hein. C'est moi qui l'ai mal réglé, mais ça m'oblige à recommencer. Essayez de pas se foirer deux fois. On fera un edit. Frein hésitant. Alors le Jokari se règle, ouais, voilà. Bien en même temps, ça va aussi. On a beau savoir ce qu'on fait, on peut se tromper. Ou exactement, exactement. Toujours garder ça en tête d'ailleurs. Et rester l'esprit éveillé. Et rester humble. Voilà, on a ce qu'on veut. Un câble dégainé Tu me filer le chou avec pour des nettoyer. fils à bon état. Ça aussi, hein, c'est cool de le rappeler, d'essayer de garder un plan de travail un peu organisé et propre, ça évite Merci. de se mettre en risque avec des bouts de fil qui traînent, des trucs comme ça. Alors là, c'est un modèle de pince à dénuder, il en existe d'autres. J'affectionne particulièrement celui-là, il est simple. C'est réglable, adaptable à tout type de fil, même des choses un peu hétéroclites. Certaines pinces fonctionnent que sur certains diamètres. L'avantage de ça, c'est que ça marche à peu près avec tout, du très fin, du plus large. Je trouve que t'as un retour de sensation qui est pas mauvais avec cette pince-là en même temps. Tu sens ce que tu fais, ça. Effectivement, on sent la force, ça évite de blesser la partie cuivrée du fil. Ok. Donc le fil est dénudé, il est torsadé. Il est dégainé, on va le mettre de côté, on va extraire le précédent. Alors là, je vais couper le câble. Si vous en avez l'opportunité, le mieux, c'est pas couper les deux câbles comme ça. Potentiellement, comme on disait tout à l'heure, il pourrait y avoir un condensateur de charger, un court-circuit, quelque chose. Encore une fois, vu le câblage électrique, là, un risque énorme. On va essayer de les couper unitairement. Là, une fois comme ça, c'est moins risqué. Hop. Ça se récupère pas, hein. Malheureusement, ça Pas doit grand chose à recyclage. faire avec ce genre de prise, ça serait un peu obsolète quoi. Alors une fois coupé, notre fer à souder bien propre. Il y a plusieurs écoles, l'éponge humide c'est pas mal. J'ai tendance à dire que ça refroidit le fer. J'ai un peu une croyance que ça l'oxyde, mais est-ce que la paille de fer c'est pas pire, je sais pas. C'est ma façon de faire. En tout cas, l'idée c'est d'avoir une panne du coup qui est bien. Une panne nettoyée, une panne un peu humide d'étain pour favoriser le contact au moment où on va travailler. Voilà, donc il est pas... la température est vraiment basse, hein. On va voir ce que ça donne.
Donc là, tu choisis exprès de chauffer de ce côté-là pour éviter de toucher à la bobine, c'est ça, au papier qui est autour. Bah ouais, je vais vraiment chauffer là où c'est soudé. Et on en fera souder un peu fort, hein. Alors voilà, c'est quelque chose aussi, voilà. Mon fer à souder est un peu trop fort. Alors, l'air de rien, la cosse est assez épaisse. On va monter progressivement la température du fer. Suite au montage, hein, je tiens à le préciser, on a monté un peu la température du fer, mais mieux vaut faire ça que de partir sur une température trop haute pour commencer. Au risque d'abîmer, de faire fondre des plastiques, de détruire un transformateur comme ça, ce serait dommage. De mon côté, je peux voir que ça fait chauffer autour du pad, hein, t'as vu. C'est du carton roussi. Alors du coup, tu fais quoi? Tu recoupes pour éviter que ça Voilà, fasse je vais couper à ras et je vais desserrer cet écrou et on va ressouder le câble. Ok. Alors du coup, tu mets un petit œillet pour pouvoir souder Pour pouvoir souder terre, le du fil coup. de la terre. Ok. Alors c'est vrai le truc con, penser à passer le fil, non, passe-fil avant de le souder, ça arrive à tout le monde, même le meilleur. Pensez bien, ouais, à l'ordre dans lequel les choses se branchent. Très important. C'est toujours rageant de dessouder un truc, et puis on dit, c'est bon. Alors pour souder un fil, toujours étamez-le d'abord. Assurez-vous que les deux parties que vous vouliez souder soient bien étamées. Et après soudez-le. Ouais, surtout que là, ton petit œillet, il n'y avait pas de soudure avant, donc il est tout Exactement. neuf, donc il va mal accrocher si on l'étame pas avant, quoi. Et puis ça permet de répartir un peu la chaleur transmise dans le temps. Et ça évite de faire fondre le plastique des fils. Le plastique isolant du fil. Qui sur certains câbles, c'est du PVC la plupart du temps. Hein, voilà, sur de la récup, là comme ça, ce sera du PVC. Ça s'abîme facilement à la température. En plus, ça pue, c'est nocif. Certains utiliseraient du flux. J'en aurais pu en utiliser là pour bien souder ça. Bon, mon état en contient et je préfère limiter la chose pour tout ce qui va être corrosion. Là, c'est pas très grave sur notre pièce neuve, mais vraiment sur la carte, j'ai vu des désastres. Donc, Avec qu'est-ce qui vient... avec du coup des pistes déjà oxydées, Ok. déjà pas en très bon état. Là, c'est peut-être pas exactement le cas, mais qui du coup, c'est le principe du flux, hein, c'est de décaper Ok. avant de créer une couche qui protège de l'oxydation. Ça va tout décaper.
Ok. quitte à finir de découper un fil ou une piste sur une carte. Ok. Bon, là, on n'a pas ce genre de problème. Je pense qu'on retrouvera plus ce genre de problème sur des appareils plus récents, avec des piles soudées sur la carte, et des circuits intégrés, des choses avec des cartes avec des plus hauts niveaux d'intégration, et du coup des pistes bien plus étroites, bien plus fragiles. Ouais, notre circuit il est assez rustique quand même, c'est pas non plus du tout petit. Là, si on n'avait pas trouvé le circuit sur ouais, le circuit sur internet, on aurait pu le déduire, le dessiner nous-mêmes, pour vraiment comprendre le câblage. Je pense que ça, on va devoir y revenir dans une vidéo sur le câblage. Je pense que j'ai un problème de réglage sur mon fer à souder, c'est pas possible. Ouais, c'est bizarre, hein. Il m'affiche une valeur tellement haute par rapport à ce qui se passe sous mes yeux. La panne est bien serrée, du coup, t'as pas un souci. Ouais. Ok. Ça demande un peu de patience, mais nous y voilà. Bon, on a monté au fur et à mesure la température. Mon fer affiche 430 degrés. Bon, c'est vrai que là, on était sur un beau plan de masse, hein, avec la vis qui fait radiateur derrière. C'est un peu beaucoup. Je pense que mon fer, il m'affiche pas la bonne température. Donc, alors pour le reste, t'as raccourci, t'as ras les fils et tu fais quoi? Tu vas essayer de ressouder par-dessus, du coup. Et du coup, voilà, je les ai coupés. Je vais renouveler un peu l'étain dans la soudure. Voilà, et je vais pouvoir y ressouder notre nouveau fil. Magnifique. Je vais essayer de me mettre mieux pour l'angle de la caméra sur la suivante. C'est dur, hein. C'est une première pour moi de souder devant une caméra. Bon, après, on filme à la GoPro, on est en très grand angle. De toute façon, je pense qu'on n'est pas sur de la super précision, mais croyez-nous, c'est réalisé sans trucage. Donc, on a soudé le nouveau câble. On va lui mettre un petit Voilà. collier pour éviter Un petit l'arrachage. collier. Voilà, avec ça on est rassuré. Il ne s'agit pas de tirer sur le câble, mais ça peut arriver, une chute, mauvaise manipulation, ou ne serait-ce que le temps. Là, on est sécurisé. Voilà pour le câble. Qu'est-ce qu'on se fait pour l'exemple? Du coup, on va peut-être pas faire tous les condos, mais déjà faire un petit exemple de changement de condo. Exactement, on va commencer par un petit condo simple, un petit condo sur carte, qui ne demande pas vraiment d'ingéniosité, de créativité, puisque c'est vraiment remplacer un condo pour un condo qui fait la même forme plus ou moins, parce que du coup,
Ça, c'est ce qu'on appelle un condensateur électrolytique radial, avec les deux pattes qui sortent du même côté. Donc on voit que les condensateurs qu'on veut changer, c'est ces condensateurs-ci. C'est des condensateurs radio eux aussi, mais bon, ils viennent d'une autre époque. Vous voyez, le modèle de remplacement, c'est pas du tout le même encombrement. On va pouvoir régler un peu la largeur des pattes, tout devrait bien se passer. Tant qu'on est dans du condensateur radial, à peu près dans les mêmes C'est pas gênant. codes d'encombrement, on va y arriver. Ok. C'est normal qu'ils aient pas du tout la même forme, dans le sens où c'est pas du tout la même génération de condensateurs. La technologie, on va dire, elle a progressé, quoi. On est sur des formes différentes. Exactement, sur des méthodes de fabrication, ça Ouais. ça n'a plus rien à voir, hein. Même Ok. au niveau fiabilité dans le temps, on y gagne plus ou moins, ça dépend des fabricants. Bon là, ça va être à peu près la même chose. Pour ce qui est du son, du coup, là, on est sur de la hi-fi, le son est important pour les puristes, tout ça. Ce genre de truc, par exemple, va y avoir une influence sur le son ou, qu'est-ce que ton avis comme ça? Dans la mesure où on respecte les valeurs des condensateurs, il n'y aura pas de réelle différence Ok, de son. ok. Euh, Après, là, c'est tout un monde. C'est tout un monde. Moi, Ouais, je reste persuadé que effectivement, ce qui compte, il y a beaucoup de subjectivité c'est aussi. c'est les valeurs. Est-ce que ça colle à l'original? C'est compliqué de le savoir. Sur des Hmm, composants d'ancienne génération, aussi bien les condensateurs que les résistances, et tout ça, c'est branché ensemble. Il y avait des tolérances bien plus grandes qu'aujourd'hui. ouais. On va trouver des résistances à 5%, 1% très facilement aujourd'hui. Hmm, On va en placer très facilement dans des appareils audio que sur un appareil comme ça. On est sur des 10%, voire sur des plus. 10%, 20%. Hmm, Tout ça, ça a drifté un peu avec le temps, dans un sens, dans l'autre. On n'est pas sur des besoins de précision énormes ok, sur un appareil comme ça, en ok. réalité. Tout en sachant qu'aujourd'hui, on va être plus précis. Et peut-être un petit rappel du coup sur comment est-ce qu'on choisit un conduit de remplacement. Du coup, il y a plusieurs données à prendre en compte. Exactement. Je suis en train de réaliser que j'ai pas les bons condensateurs. Donc on a deux valeurs écrites sur un condensateur. On a les microfarads. Donc ça c'est vraiment, je dirais, sa valeur propre. Là, c'est la valeur qui nous intéresse. Ça revient à un nombre d'électrons que le condensateur est capable d'accumuler à l'intérieur. Ok. Vraiment, il y a un nombre d'électrons. Donc ça, on peut pas transiger. Il faut avoir vraiment la même valeur en fait Il sur le faut avoir remplacement. la valeur la même ou celle qui s'en rapproche en tout cas le plus, Ok. pour obtenir un appareil qui fonctionne de la même façon. Hmm, Dans le monde de l'audio, on pourra avoir un appareil audio qui fonctionne quand même, en prenant une valeur complètement hétéroclite, avec un peu de chance ça va marcher. Mais en réalité, on n'aura plus du tout le même le même fonctionnement. fonctionnement, les mêmes courbes de réponse, les mêmes fréquences qui circuleront au sein du système. Hmm, Possiblement, on n'aura pas le même son, on aura peut-être un son beaucoup trop grave, beaucoup trop aigu, à certaines fréquences qui passent plus, ça risque euh, d'altérer quoi. Ça veut dire voire que. même prendre des risques d'un point de vue sécurité. Donc, Hmm, le but du jeu, c'est d'avoir un nombre de microfarads qui est le même ou qui s'en rapproche le plus. ok. Après, sur les condensateurs, on a un nombre de volts écrit. Ouais. Ce nombre de volts, ça va être la tension à partir de laquelle le condensateur est détruit. Ok. Donc là, par exemple, on le voit, on a des condensateurs marqués 16 volts. On va les remplacer par des condensateurs marqués 35 volts. Et c'est bien les 100 microfarads, mais c'est les 35 volts. Dans ce sens-là, pas de problème. Ça c'est pas gênant, voilà. C'est ça le truc aussi à Sur ce nombre avoir. de volts, qui peut le plus, peut le moins. Exactement. Ça joue aussi avec l'encombrement du condensateur, parce qu'un condensateur 100 microfarads, ça fait cette taille-là pour 35 volts, mais pour 400 volts, il va être plus encombrant. Ok. Donc ça joue aussi sur l'encombrement de ce qu'on peut faire comme pièce de rechange. Donc si on résume, on respecte à la lettre les microfarads
indiqué sur la pièce qu'on remplace. Par contre, le voltage, on peut avoir un voltage plus grand. Sur la pièce de rechange, Sur on la peut pièce de avoir un rechange, voltage plus grand. Surtout dans les condensateurs électrolytiques entre les générations, c'est pas dit qu'on trouve précisément le même voltage. Donc dans ce cas-là, on va prendre le... un voltage supérieur sur Ouais. la pièce de remplacement. Bon, après, voltage, c'est un anglicisme. On dit tension, normalement en français. Du coup, je propose que on s'attaque à celui-ci. Allez. Pour le coup, celui-ci n'est pas radial, il est axial. J'ai sa pièce de rechange ici. Donc voilà, une patte de chaque côté. Il y a plein de façons de se débrouiller. Quand on n'a pas le bon, en écartant les pattes, on peut utiliser un radial, un peu comme un axial, un peu comme un radial en faisant ça. Toujours attention, et ça va demander réflexion de votre côté, d'avoir la bonne patte du bon côté. Ces condensateurs sont polarisés. Ça, c'est important aussi, la polarité du condensateur. Quand on démonte un condensateur, il faut bien Exactement. repérer où se situe la polarité de celui d'origine pour pas souder à l'envers. Du coup, comment on va s'y prendre? On va d'abord enlever l'étain, nettoyer du côté de la carte pour pouvoir penser à extraire le condensateur. Ok. Si on chauffe et qu'on tire au travers du bain de soudure sur le composant, Mhm. il y a de fortes chances qu'on abîme la carte. Je vais vous montrer pourquoi. Un peu plus tard, ça vient un peu de la méthode avec laquelle les composants auraient pu être soudés. La pâte, elle n'est pas droite au travers de la carte, comme ça pourrait être comme ça. D'une manière ou d'une autre, elle aurait pu être pliée un peu comme ça pour souder. Une fois les pattes coupées, on ne le voit pas, c'est pris dans la soudure. Et si on veut tirer, là, on a des chances d'abîmer la carte, de la rayer. Ok. Donc on va bien nettoyer les points de soudure, on va voir comment c'est fait. On va retourner là, pareil. Donc là, le petit jeu, c'est d'identifier quelles sont les deux pattes de l'autre côté. On le voit, ce composant, on va le prendre de près tout à l'heure dans l'image, à quel point il est oxydé. Peut-être qu'il faut que tu rapproches un peu de toi pour être mieux dans le champ. Là, je pense qu'on est bien. Une résistance, et c'est en dessous cette résistance. Donc il va s'agir de ces deux points-là. Donc tresse à dessouder. J'utilise ce modèle BMJ, un fournisseur de qualité, clairement. Il en existe de la cuivrée. Celle-ci, elle est tamée chimiquement, a priori. Ça marche très bien. Et c'est vraiment un bon moyen d'aspirer la soudure qui est sur la plaque sans trop d'effort. Il existe aussi la pompe à dessouder que j'utilise dans certains cas, mais pas sur quelque chose d'aussi vieux. On l'a dit tout à l'heure, on ne veut pas provoquer un stress mécanique. Sur les VIA ou sur les pistes, là, dans l'occurrence, on n'a vraiment pas envie de trop les stresser. Ouais. Du coup, un petit peu d'étain en bout de la panne, toujours pour favoriser le contact thermique. Le but du jeu, c'est que ça dure pas trop longtemps. Bien se préparer avant. Faire chauffer notre point de soudure. Poser la gaine dessus. Et nettoyer. Et frotter. Une fois que l'étain est liquide, il est absorbé dans la tresse, du coup, ouais, qui dans la vient tresse, boire par capillarité, en fait. comme une éponge. Si on voit que ça marche pas très bien, rajoutons un peu d'étain. Ça favorise le contact. Tout va être absorbé de toute façon. Voilà, je frotte un peu comme avec une éponge. Si comme on est là, ça se retrouve collé, parce que le fer à souder n'est pas très chaud, rajoutez un peu d'étain, ça favorise le contact. Ça sert à rien de jouer à augmenter la température, c'est pas ce qu'on veut. Nous aussi, ça risque à décoller peut-être quelque chose. Ouais.
précisons qu'on a quand même ce problème où on n'est pas très sûr de la température du fer qui a tendance à bouger un peu là. Voilà, et là on le voit bien. On commence à voir la patte de notre condensateur qui a été pliée en dessous. En même temps, c'est vrai que c'est pratique quand tu remontes un condensateur, peut-être de plier un peu les pattes pour qu'ils tiennent sur Ah la bah, carte. quand on retourne la carte, c'est intéressant. Mais après, au démontage, c'est un risque Voilà, donc c'est un truc de à regarder, l'abîmer. quoi. Mais c'est ce qu'on va faire pour remonter le prochain pour que ce soit facile. On s'est pas excusé pour le bruit que vous entendez, du coup on est au Hackerspace de la Petite Roquette, qui est un lieu qui est utilisé par différentes personnes sur différents travaux. On a actuellement un copain qui est en train de passer de la meuleuse sur un de ses projets. Ça fait un peu de bruit, mais bon, c'est l'ambiance. Là du coup tu viens quoi? Tu viens tenir de l'autre côté Et pour là, détendre la pâte? surtout, voilà, avec la pointe du fer, j'ai redressé la pâte, Ok, qui là devrait sortir facilement. ok. Ce genre de truc, c'est souvent plus facile de travailler de manière verticale, j'ai l'impression aussi, pour quand on travaille de part et d'autre. Pour dessouder, oui. Alors pour souder, c'est important que la carte soit bien horizontale Hmm. pour la qualité de la soudure. Et là, ce que tu viens de Voilà, faire, dans du coup, notre c'est vrai cas, que c'est ouais, assez, à plat, ça n'aura pas été facile. hmm. Voilà, composant. Ok, un extrait. Je sais pas si vous voyez un peu l'oxydation de la chose. Je me rends pas compte du focus de la caméra. Ouais. Du coup, là, il a bougé parce que t'as tiré dessus ou il avait déjà cette gueule-là, tu penses Non, il était comme ça dedans. Ok. Ouais, donc on voit quand même qu'il a vécu, quoi. Et là, Je vais essayer de montrer vite fait, pendant que tu nettoies aussi à la caméra l'oxydation qu'il y a. Je sais pas si ça fait le point dessus, mais effectivement, on voit quand même une belle oxydation là. Ce qui vient prouver un peu notre théorie du fait que c'est toujours utile de changer des vieux condos quand même. même si l'appareil a l'air de fonctionner, ces condensateurs électrolytiques vieillissent très mal. Donc là, t'as fini de nettoyer ton pad, on va dire. Voilà. Ouais. Avec les deux pads nettoyés, on voit bien que les trous se sont vidés, que tout est propre. On va pouvoir placer le nouveau composant dans le bon sens. Donc ça, c'est un conseil qu'on peut donner aussi quand on démonte. Peut-être de faire une photo avant, de noter les... Toujours avoir un document de référence ou une photo exactement. avant démontage. Il pourrait y avoir une pause entre deux étapes et après de mémoire, on ne sait plus. Il y a certains circuits qui sont bien foutus avec des polarités qui sont indiquées sur le circuit lui-même, mais c'est vrai que des circuits comme ça... Pas beaucoup d'indications quant aux polarités. Sinon, bah, se référer au schéma. Donc là, de l'autre côté, tu as mis en place le condensateur, tu l'as bien plaqué, un petit peu tordu les pattes pour qu'ils tiennent, c'est ça en position? Tout à fait. Donc j'ai rafraîchi un peu la soudure, je l'ai bien nettoyé. Je veux vraiment pas utiliser de flux, sachant qu'il en contient un peu a priori. Là, pareil, le nettoyage à l'alcool, par exemple, ça aurait pu être une possibilité, mais il y a peut-être un problème avec la résine qui est sur le circuit. Alors peut-être un peu après, mais je vais vraiment faire très localement. Ok. Parce que on a effectivement ce vernis sur la carte qui la protège. Mmh. Et on va essayer d'en enlever un minimum. Mmh. Ouais, l'alcool, ça nettoie bien, mais ça peut faire fondre aussi les vieux trucs, les vieux revêtements comme ça.
là la soudure. Faut pas que ça dure trop longtemps, mais assurez-vous que la chose soit bien prise. 1, 2, 3 secondes et j'enlève le fer. Ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, le risque, c'est de voir la piste se décoller, du coup, comme ça, en plus, sur une piste qui est vieille. C'est le plus grand des risques. C'est un coup à transformer une réparation pour le plaisir en un vrai carnage. Une souffrance à devoir remplacer des pistes par des fils, à obtenir un résultat vraiment disgracieux. C'est vraiment pas ce qu'on recherche. Un coup à foutre un appareil en panne. Ok, bah voilà. Voilà, on peut le changer. condensateur changé. Qu'est-ce que ça donne de l'autre côté, tu veux nous montrer? Côté, alors comme on a un condensateur vraiment identique quasiment à l'origine visuellement du moins, voilà. Ah ouais, l'original il fait vraiment pitié l'original. Donc voilà déjà dans la théorie comment remplacer ce genre de composant. De toute façon, je pense que le reste après des condos à changer, ça va être à peu près la même opération. On a expliqué un petit peu les différentes contraintes qu'on a sur du matos vintage comme ça. Donc pas agresser du matériel qui est de conception ancienne, qui a vécu l'épreuve du temps et qui a été fragilisé. C'est ça le truc, il faut y aller doucement, pas trop chauffer, pas être violent, aller en douceur sur les différents composants. Les cordons d'alim sont vraiment à surveiller. Dans beaucoup de cas, c'est des plastiques qui vieillissent mal. Et après 30 ans, 40 ans de service, ils deviennent carrément dangereux. Le plastique est cassant. Les changer, c'est bien. Installer la terre à l'appareil, aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire, surtout sur les appareils à lampe. Mais j'ai mis une réserve sur certains appareils à lampe bien particuliers. Renseignez-vous, puisque bah, ça pourrait causer un problème de fonctionnement, de fonctionnement à l'appareil. Ouais. Et toujours sur les cordons d'alim, de toute façon c'est le réflexe à avoir quand on récupère du matériel d'occasion, du matériel vintage. La première des vérifications à faire pour être en sécurité, c'est déjà de vérifier s'il n'y a pas d'accroc dans le câble, de fil dénudé, de détérioration de l'isolant, etc. C'est le premier truc à regarder. Exactement. Là, on l'a pas vu sur la vidéo, mais la première fois qu'on branche un appareil comme ça, il faut le brancher sur une prise qui a un ampèremètre. Il existe des matériels, des transformateurs d'isolation, des variacs pour monter la tension progressivement. Au moins une prise avec un ampèremètre pour se rendre compte si l'appareil ne fonctionne pas dans un mauvais mode, consomme pas beaucoup trop d'énergie. Ça permet déjà de se rendre compte si l'appareil est dangereux. Celui-ci est équipé de fusibles, mais il pourrait très bien être pas au bon calibre. Il a vécu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, on ne sait pas aussi ce qui a été bricolé dedans. On ne sait pas ce qui a été bricolé. On a vu des choses, des fusibles remplacés par des fils de fer ou du papier aluminium qui rendraient les appareils dangereux. Donc bien identifier toute la partie, je dirais, primaire des transformateurs pour la sécurité et l'état général de l'appareil. On l'a nettoyé, on l'a bien dépoussiéré. Ça, c'est la première étape de toute façon dans une restauration déjà, même dans une réparation, de passer un coup de clean partout, enlever toute la poussière, les saletés, bien tout remettre en état de propreté. Déjà, c'est un premier truc très important. Et voilà. Bah oui, voilà, pour conclure, nous, hors caméra, on va remplacer ces fameux condensateurs électrolytiques, entre guillemets, à l'aveugle. Hein. Le but, là, c'est vraiment pas de résoudre une panne, c'est juste de fiabiliser un peu l'appareil.
Et on va essayer d'aller plus loin après, d'avancer dans le concret de comment marche l'appareil, le câblage. Est-ce qu'il n'y aurait pas des soucis de qualité avec l'appareil? Qu'est-ce qu'on doit remplacer comme composant si on a des soucis de qualité? On va y revenir. Surtout quand je parle de qualité, c'est est-ce que les réglages fonctionnent vraiment bien? Est-ce que la qualité du son n'est pas altérée par un composant qui serait devenu défectueux avec le temps, qui aurait vraiment trop dérivé de ses valeurs? C'est ce qu'on verra plus tard.